Cette conférence va maintenant être enregistrée. Alors, cet état des lieux a été réalisé grâce aux données des collègues de la DRAF, de la Chambre régionale d'agriculture, de la DREAL, de l'OFB, du Conservatoire botanique, ainsi que de l'association Hommes et Territoires. Vous verrez aussi de nombreux chiffres qui proviennent d'Agrest, qui est le site public de la statistique agricole. Alors, l'agriculture s'est intensifiée après la Seconde Guerre mondiale. Le contexte après-guerre, où la France était fortement importatrice, a conduit à des grandes phases de mécanisation, suivies par l'utilisation d'engrais minéraux et de produits phytosanitaires. En France, les rendements ont été multipliés par 3 en 50 ans et ont atteint un palier depuis 10 ans. C'est ce que vous voyez sur le graphique en haut à gauche. La recherche génétique et la sélection animale ont permis d'accroître fortement la production des élevages. Une vache laitière produit 8 200 litres par an en 2019 contre 1 940 litres en 1950. On a également augmenté la cadence de production. Les poulets de chair sont commercialisés en 2 mois aujourd'hui contre 5 à 6 mois en 1940. Les paysages se sont simplifiés suite au remembrement. Les parcelles ont gagné en taille. En 2016, les grandes et très grandes exploitations représentent 41% des exploitations. À elles seules, elles exploitent plus des 2 tiers de la surface agricole utile. C'est le sigle SAU que vous voyez et que vous verrez dans la suite du diaporama. Sur la droite, vous voyez la part des sols agricoles dans le territoire qui a baissé de 10% en 50 ans. Donc sur le graphique, vous pouvez voir que la part agricole en marron diminue au profit des sols artificialisés, en gris, au fur et à mesure qu'on avance dans les années. Alors les sols naturels semblent moins souffrir de l'artificialisation, mais c'est dû au boisement qui est élevé en France. On a plus 16% de forêt ces 30 dernières années. Les milieux ouverts, les tourbières, les pelouses, les zones humides sont eux en régression. Alors l'intensification de la production agricole a été associée à des modifications majeures de la société. Déjà, on a eu une baisse drastique de la population agricole. Sur le graphique en haut à gauche, vous pouvez lire le nombre d'actifs en France par catégorie depuis 2 siècles. Donc cette inversion des secteurs d'emploi est directement liée à la mécanisation de la production. Il faut savoir qu'un tracteur de 60 kW représente 600 paires de jambes. C'est donc autant de gens en moins dans les champs. Les secteurs des forges et de l'industrie emploient en conséquence et du coup, les personnes migrent vers les villes. Au-delà des emplois, les Français changent aussi leurs habitudes alimentaires et leur mentalité. On ne gagne plus son pain, mais on gagne son beefsteak, et cela se retrouve dans la consommation de viande qui a doublé en 60 ans. Vous voyez sur le graphique de droite que les prix à la consommation sont en constante augmentation, alors que les prix agricoles chutent depuis 1980. En fait, l'agriculture produit bien plus, mais depuis 1980, elle ne vend pas plus cher. Par contre, pour le consommateur, bien que les prix à la consommation augmentent, ils n'augmentent pas aussi vite que notre pouvoir d'achat. C'est ce qui fait que nous mangeons plus en quantité, donc surtout en produits carnés ou produits préparés, mais en dépensant moins. C'est comme ça que l'on voit que 20,4% des dépenses des ménages sont consacrées à l'alimentaire en 2014, contre 34% en 1960. Après, donc, il ne faut pas laisser de côté les changements d'opinion qu'on observe depuis les années 2000. En 2019, 9 Français sur 10 achètent du bio, même rarement. Et en 2016, 51% des Français consomment autrement. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont privilégier les produits labellisés, contre 35% en 2010. De manière générale, le bien-être animal est une préoccupation pour 68% des Français dans leur choix d'achat. Cette intensification de la production a eu des conséquences à la fois sur l'environnement, mais aussi sur les agriculteurs. Donc ici, dans les diapositives qui suivent, je vous présente quelques exemples parlants, mais en aucun cas exhaustifs. Les cartes que vous voyez montrent les conséquences sur les eaux de surface. À gauche, vous avez la pression subie par les masses d'eau de surface en pollution en nitrate. En marron, la pression est significative. Donc on voit qu'en 2014, 7% des ESU, c'est-à-dire donc les eaux superficielles, sont au-delà de la concentration de 50 mg/litre.
Cette valeur, c'est le seuil à partir duquel l'eau est considérée impropre à la consommation. À droite, vous avez la pression qui est subie par les pesticides. 1% des prélèvements dépasse 5 microgrammes litres, donc c'est la valeur à partir de laquelle l'eau ne peut plus être utilisée pour la production d'eau potable. Autre conséquence environnementale impactante pour les agriculteurs car touchant leur outil de travail. Donc à gauche, la probabilité qu'une érosion se produise. L'aléa est majeur quand la couleur est plus foncée, donc les régions du Perche, du Berry, du Pays Fort. En France, 18% des sols sont soumis à un risque moyen à fort d'érosion. Alors l'érosion est un phénomène naturel, mais elle est augmentée par l'action de l'homme. La déforestation, les pratiques culturelles, les sols laissés nus, sans oublier l'artificialisation des sols, qui, en modifiant le parcours de l'eau sur un bassin versant, va contribuer au fort ruissellement. La photo de droite vous montre du vulpin dans un champ de blé. Depuis plusieurs années est avéré un phénomène de résistance des adventices aux produits phytosanitaires. La résistance du vulpin a été favorisée notamment par des rotations courtes de cultures d'hiver, donc par exemple quand on répète du blé sur une même parcelle. Alors enfin, deux données portant sur la consommation énergétique et l'économie. Le graphique de gauche apporte deux informations distinctes. Via les ordonnées, on voit que les exploitations en grande culture consomment énormément d'énergie, à l'inverse des cultures permanentes qui sont tout en bas du graphique. Via l'abscisse, cette fois, vous avez la part de l'énergie dans les dépenses des charges variables de l'exploitation. En horticulture et maraîchage, l'énergie représente 20% des dépenses. C'est-à-dire que par leur système actuel, ces exploitations seront donc fortement impactées en cas de hausse du prix de l'énergie. Les grandes cultures sont dans le même cas et du fait de leur haute consommation seront encore plus mises à mal par la diminution de la ressource pétrolière qui est une ressource finie. Le graphique de droite, à présent, reprend les deux indicateurs utilisés pour illustrer la performance économique des entreprises agricoles. Donc, il s'agit d'un calcul sur les entreprises grandes et moyennes, donc un résultat moyen. Vous pouvez y lire l'évolution de l'excédent brut d'exploitation, qui reflète la capacité de l'entreprise à générer des ressources par son activité, et du résultat courant avant impôt en France depuis 1988. La différence entre les deux, entre l'EBE et le résultat courant avant impôt, est la prise en compte des choix d'investissement et de financement de l'entreprise. Ça met en avant, finalement, les grandes fluctuations de la situation économique des actifs agricoles. Ainsi, alors que la production agricole a été multipliée par 6 depuis 1970, ce n'est pas au bénéfice des agriculteurs qui, eux, ont eu une croissance plus modérée et qui, depuis 2007, sont dans une situation, comme on le voit, assez chaotique. Alors, je vous propose maintenant de nous concentrer sur des chiffres régionaux. La carte que vous avez là dessine les régions agricoles en Centre-Val de Loire avec les grandes orientations de production. En jaune clair, donc en Beauce, Gâtinais, vous avez les régions de grande culture. En bleu clair, tel le Perche et le Pays Fort, des zones de polyculture élevage. En vert foncé, en Brenne, des zones d'élevage. Et en jaune plus tranché, Gâtine-Tourangelle par exemple, des zones de grande culture et d'élevage. La SAU du Centre-Val de Loire concerne 8% de la SAU métropolitaine. Et pour autant, 13% des céréales françaises sont produites en région, ce qui explique le qualificatif de grenier de la France qu'on peut entendre parfois. Ces données se reflètent aussi dans la répartition de l'occupation des sols, donc sur les graphiques à droite. 46% du territoire est occupé par les grandes cultures contre 27% en métropole. Nous sommes similaires sur l'artificialisation des sols, 8 et 9%, mais sommes plus faibles sur les surfaces toujours en herbe, les forêts et les landes. Enfin, la production de la branche agricole en région génère 4,5 millions d'euros, soit 5,7% du PIB régional. C'est 3,2% à l'échelle de la France. Maintenant, voici des chiffres de cadrage pour un panorama de l'agriculture en région. On dénombre 22 731 exploitations et une baisse de 30% des exploitations depuis 1970. 63% de la SAU est détenue par des agriculteurs entre 40 et 59 ans. Les surfaces moyennes par typologie d'exploitation sont de 120 hectares en grande culture contre 87 hectares en moyenne en France, une centaine d'hectares pour les bovins lait et viande,
26 hectares pour les exploitations ovines et caprines, 23 pour l'horticulture et le maraîchage, ce qui est plus du double de la moyenne française, de 10 hectares, et enfin 20 hectares pour la viticulture. 4% de la SAU est en bio. La dynamique est toutefois croissante car le nombre d'exploitations a triplé depuis 2008. 4% de la SAU également a été contractualisée en MAEC, donc ce sont les mesures agro-environnementales et climatiques qui proviennent du système d'aide de la PAC. Alors 4%, pour représentation, c'est la taille du carré plus foncé par rapport au carré clair, donc comme pour la bio. Enfin, on compte 78 collectifs d'agriculteurs, soit environ 1300 exploitants. Donc, dans ces groupes, les agriculteurs vont expérimenter de nouvelles pratiques pour réduire leurs intrants et leurs impacts. Voici l'agriculture de la région en images. Donc, selon la part des orientations technico-économiques des exploitations au sein de la SAU. Plus clairement, c'est-à-dire que l'exploitant va déclarer qu'il est en grande culture si 2/3 de son chiffre d'affaires provient de son atelier grande culture. Donc c'est comme ça que les paysages sont composés à 75% de plaines céréalières, 13% de polyculture élevage, 7% de bovins viande, 2,3% de bovins lait, puis vous avez les caprins, ovins, vignes et volailles pour un peu plus de 1%. Pardon. Alors parlons maintenant biodiversité et services rendus à l'agriculture. La biodiversité dans une exploitation, c'est des cultures diversifiées qui vont fournir des services par la structuration du sol, la coupure des cycles des adventices. C'est aussi les auxiliaires des cultures qui vont réguler les graines d'adventices, polliniser les cultures, réguler les ravageurs. Ce sont aussi les micro-organismes du sol qui vont permettre une aération du sol, une minéralisation de la matière organique. Et ça peut également être les arbres, les haies, couverts qui vont permettre un effet brise-vent, des îlots de fraîcheur, mais aussi habitat et ressources pour les auxiliaires. Et toutefois, donc si la biodiversité est au service de l'agriculture, l'inverse est également vrai. Donc voici une liste non exhaustive des multiples bénéfices de l'agriculture sur l'environnement. Déjà, vous avez tout ce qui est implantation d'éléments arborés, de végétaux, comme sur la photo à droite. Par exemple, l'enherbement des vignes est pratiqué dans 27% du vignoble du Cher et 47% de celui de Touraine. La diversification des cultures également, avec des rotations variées. L'entretien des prairies, que ce soit par fauche ou par pâture. Donc, par exemple, en région, 35% des bovins sont en plein air intégral et 16% des chèvres pâturent en été. Alors, ça ne veut pas dire que le reste est enfermé toute l'année. En Centre-Val de Loire, 100% des bovins allaitants, donc des bovins de viande, ont accès à une pâture pendant 5 mois en moyenne et 87% des vaches laitières également pendant 15 jours en moyenne. Il y a aussi l'adoption de pratiques alternatives comme la réduction du travail du sol. C'est illustré par les deux graphiques de droite où vous voyez donc l'impact du semi-direct sur les populations d'invertébrés avec l'illustration et du semi-direct sur les populations de vers de terre, plus précisément. En région, 7% du blé tendre d'hiver est mené sans travail du sol. Alors bien sûr, la réduction, voire l'absence de traitement et d'engrais minéral est aussi bénéfique. Et enfin, donc la gestion des milieux pour protéger une espèce remarquable, par exemple. Donc on peut citer les mesures qui vont être réalisées dans le cadre de Natura 2000 grâce à l'animation de terrain qui est en place, ou encore les MAEC spécifiques à des actions de biodiversité, où l'on a donc 2% de la SAU agricole régionale qui a été contractualisée durant la précédente PAC de 2015 à 2019. L'interaction biodiversité-agriculture est une association précieuse. Le Busard Saint-Martin est directement impacté par l'entretien des milieux ouverts. Le Gonf serpentin, à droite, en bas, est dépendant d'une bonne qualité des eaux. De nombreux mammifères, insectes, auxiliaires et végétaux bénéficient des fauches tardives. Et enfin, l'entretien des milieux par le pastoralisme est également primordial. Cette diapositive regroupe quelques données sur l'état de la biodiversité associée aux milieux agricoles. Ainsi, pour les espaces naturels, on note moins 4% de surface en herbe depuis 2000. On relève en moyenne 2 hectares de bordure de champs par exploitation en Beauce.
On distingue 121 espèces messicoles, c'est-à-dire les espèces végétales qui vivent dans les champs. 42% d'entre elles sont menacées de disparition. La biodiversité domestique désigne les animaux d'élevage et les variétés potagères et fruitières locales. Sur les 15 races animales locales, 20% ont un haut niveau de menace, et sur les 451 espèces végétales locales, 60% ont un haut niveau de menace. Enfin, les oiseaux des plaines sont globalement en déclin. Les données françaises relèvent 38% d'oiseaux associés au milieu agricole depuis 1996, donc une baisse de 38% d'oiseaux. Et en région, par exemple, le râle des genêts ne compte plus qu'un individu. Alors, vous avez ici une illustration simplifiée des paysages agricoles en 3 temps, donc hier, aujourd'hui et demain. Hier, 53 espèces animales et végétales pouvaient être identifiées dans les champs, des espèces telles que la belette, le hibou, la bécassine. Aujourd'hui, nous n'avons plus que 13 espèces assez généralistes, telles la buse, le tilleul, le lièvre. Et demain, avec des aménagements, avec la poursuite des transitions engagées par certains agriculteurs et une agriculture toujours moderne, nous pourrions peut-être cohabiter de nouveau avec 45 espèces comme la bardane, la martre, le lézard, leur être bénéfique et nous-mêmes tirer bénéfice de leur présence. Voilà, je vous remercie et je vous laisse la main.